Mes parents ont offert une paire de chaussettes à mon fils de 8 ans, Léo, pour son anniversaire en 10 ans, le pire cadeau pour le pire des petits-fils. Mon gamin a pleuré. Tout le monde a ri. 20 minutes plus tard, je leur ai offert un cadeau qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont gâché son anniversaire. Mes parents, ses propres grands-parents, ont réussi à prendre ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de l'année pour mon fils et à le transformer en quelque chose qu'il n'oubliera probablement jamais, et pas pour de bonnes raisons. Léo a eu 8 ans samedi dernier. Nous avons organisé une petite fête dans notre jardin. Rien d'extravagant, juste quelques copains de l'école primaire, des cousins, des pizzas, des ballons, un gâteau et le chaos bruyant habituel qui accompagne les enfants bourrés de sucre. Mon fils comptait les jours depuis des semaines. Il m'avait même aidé à décorer, me disant que ce serait le meilleur anniversaire de tous les temps. Ce ne fut pas le cas. Mes parents sont arrivés en retard, bien sûr, comme toujours. Ils sont entrés en se comportant comme s'ils étaient de la royauté. Ma mère a à peine regardé mon fils. Mon père lui a tendu un sac cadeau qui semblait avoir été réutilisé d'un départ à la retraite. Léo l'a pris poliment et l'a ouvert juste là, devant tout le monde. Des chaussettes. Un lot de 2 paires de chaussettes grises, basiques. Pas de cartes, pas de mots, pas d'explications. Et puis mon père a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, le pire cadeau pour le pire des petits-fils. Et ils ont ri. Ma mère, mon frère Thomas, sa femme, tous. Ils trouvaient ça drôle. Mon fils, non. Il est resté là, tenant les chaussettes quelques secondes, essayant de comprendre si c'était une blague. Puis il les a posées doucement et est parti. Il est simplement rentré à l'intérieur sans dire un mot. Il n'est pas ressorti. Je suis resté là, figé, regardant ma famille rire de mon gamin le jour de son anniversaire. Personne ne l'a suivi. Tout le monde s'en fichait. Ils ont continué à manger, boire et parler de Dieu sait quoi. Mon frère a fait une blague sur le fait que mon fils était une petite nature, tout comme sa mère. Mon père a hoché la tête comme si c'était un fait avéré. Ma mère a dit quelque chose sur le fait que tous les enfants ne peuvent pas être des gagnants. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Il ne respectait pas mon fils. Il ne l'avait jamais respecté. Il n'était pas bruyant comme ses cousins. Il n'avait pas de médailles, ni que des 20 ni de trophées dont il pouvait se vanter. Il était gentil, calme, curieux. Ce n'était pas assez bien pour eux. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'il n'était pas le seul dont il se moquait. Il se moquait de moi aussi, de la façon dont je l'élevais, du genre de mère que j'avais choisi d'être. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai laissé passer 20 minutes. Puis je suis entré, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et je suis revenu avec un dossier que j'ai lâché directement sur la table devant mon frère. Il l'a ouvert. C'était une copie de son bail et une lettre signée de ma part mettant officiellement fin à tout soutien financier, loyer, facture, courses, assurance voiture, tout. Fini. Depuis plus d'1 an, je lui versais près de 2500 € par mois pour que lui, sa femme et leurs 2 enfants puissent vivre dans un appartement décent, avoir de l'électricité et mettre de la nourriture sur la table. C'était terminé. Tout le monde s'est tu. Mon frère fixait simplement le papier. Mon père a demandé ce que c'était. Ma mère avait l'air d'essayer de traiter l'information. Personne ne disait un mot. Je n'ai pas fait de discours. Je ne leur devais pas ça. Je suis juste retourné à l'intérieur, je suis allé voir mon fils et je lui ai demandé s'il voulait que tout le monde parte. Il a dit oui. Alors, je suis retourné dehors et je leur ai dit à tous que la fête était finie. Ils devaient partir. Ils avaient l'air choqués. Mon père a demandé si j'étais sérieuse. Ma mère a essayé de prétendre que c'était juste un malentendu. Mon frère était assis là comme un homme qui vient de réaliser que sa carte bleue a été avalée en plein achat. Je n'ai pas discuté. Je n'ai rien expliqué. Je leur ai demandé de partir à nouveau, cette fois plus fort. Seuls les amis de Léo et son parrain sont restés. On a mangé du gâteau. Mon fils a fini par redescendre et a joué avec la boîte de Lego que son parrain lui avait offerte. Ça n'a pas tout réparé, mais il a souri un peu et c'était suffisant. Ce jour-là, j'ai arrêté d'être la banque.
J'ai arrêté d'être la fille discrète qui payait pour tout pendant qu'ils nous faisaient nous sentir minuscules, moi et mon enfant. Ils ont donné des chaussettes et de l'humiliation à mon fils. Je leur ai donné un retour à la réalité. Après leur départ ce jour-là, les choses sont restées calmes, mais seulement pendant environ 24 heures. Puis les appels ont commencé. D'abord, c'était mon frère qui appelait encore et encore. Quand je n'ai pas répondu, il est passé au SMS, des captures d'écran de factures impayées, des messages mi-colériques, mi-suppliants, et finalement un message vocal où il disait que j'agissais comme une folle pour une paire de chaussettes et que je gâchais la vie de ses enfants parce que je ne savais pas accepter une plaisanterie. Je n'ai pas répondu, pas un mot. Puis ma mère a envoyé un SMS. Elle demandait si nous pouvions parler calmement entre adultes. Elle disait que j'avais réagi de manière excessive et que mon fils ne pleurait même pas tant que ça, comme si cela rendait la chose acceptable. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un message plus long de sa part disant « Nous ne voulions pas être cruels. Il n'est juste pas comme les autres. Il a besoin de s'endurcir. Tu le couves trop. » Ce n'était pas personnel, disait-elle. Pas personnel ? Elle a traité mon enfant de « pire petit-fils » et a ri à ce sujet devant une pièce pleine de gens. Le jour de son anniversaire, elle lui a donné des chaussettes et l'a regardé partir sans la moindre inquiétude. Et maintenant, elle me disait que ce n'était pas personnel. Il ne se souciait pas de lui. Il n'était pas le petit-fils en or qui gagne des compétitions sportives ou qui attire toute l'attention à Noël. Il n'était pas leur préféré, ne l'avait jamais été. Il était calme, sensible, attentionné, le genre d'enfant qui se souvient de votre anniversaire et fabrique une carte à la main avec de la colle à paillettes et des cœurs de travers. Mais ce n'était pas assez pour eux. Ça ne le serait jamais. Ce qui les a vraiment pris au dépourvu, cependant, c'est quand ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Mon frère a essayé de virer l'argent au propriétaire la semaine suivante. Il ne pouvait même pas couvrir un tiers du loyer. Il m'a appelé en panique, a laissé un autre message vocal disant « Tu ne peux pas faire ça. J'ai 2 gosses. » Puis il m'a blâmé de ne pas l'avoir prévenu, comme si 14 mois à payer son loyer n'était pas un avertissement suffisant. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du propriétaire. Il voulait confirmer que je me retirais officiellement en tant que garant du bail. Je lui ai dit que c'était le cas. Il a demandé si j'en étais sûre. J'ai dit oui. Il a soupiré et m'a dit qu'il entamerait la procédure d'expulsion à la fin du mois. J'ai raccroché et je suis allé voir mon fils qui était assis par terre dans sa chambre à construire un vaisseau spatial en Lego. Il a levé les yeux et a souri. C'était un petit sourire, mais il était réel. 2 jours après ça, mes parents ont débarqué chez moi. Sans invitation. J'ai ouvert et je les ai trouvés là, l'air rigide et mal à l'aise, comme s'ils ne savaient pas qui devait parler en premier. Ma mère a pris les devants. Elle a dit qu'ils s'inquiétaient de voir la famille se déchirer, que je laissais un malentendu puéril dégénérer en quelque chose qui ferait du mal à tout le monde. Mon père n'a rien dit. Il se tenait juste derrière elle, fixant un point près de ses chaussures. Je lui ai posé une question, « Tu te souviens de ce que tu lui as offert ?» Elle a cligné des yeux, a essayé de jouer l'idiote. « Des chaussettes, ai-je dit. Tu as offert des chaussettes à mon gamin pour son anniversaire. Et tu l'as traité de pire petit-fils. Puis tu as ri quand il a quitté la pièce. » Elle a dit que j'étais trop émotive. J'ai dit qu'il devait partir. Elle a demandé si je comptais vraiment laisser mon frère et sa famille sans endroit où vivre. Je lui ai dit que ce n'était plus mon problème. Elle a demandé si je m'attendais à ce qu'ils prennent le relais. C'est là que j'ai souri pour la première fois de la conversation. Je n'ai pas répondu. Ils sont partis peu après. Pas de câlin, pas de fausses excuses, juste le silence. À la fin de la semaine, l'avis d'expulsion de mon frère était officiel. 30 jours, pas de prolongation. Sa femme m'a envoyé un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, disant qu'il n'avait nulle part où aller. Je n'ai toujours pas répondu. Il pouvait aller chez les gens qui trouvaient drôle d'humilier un enfant. Il pouvait emménager chez les meilleurs grands-parents du monde. Les mêmes qui avaient applaudi quand mon fils avait ouvert un paquet de chaussettes et essayé de prétendre que la cruauté était de l'humour. La tempête arrivait et il commençait tout juste à sentir le vent.
Ils ont emménagé chez mes parents 3 jours avant la date d'expulsion. Je n'ai pas eu d'appel, ni d'avertissement, ni même un message suffisant du genre « on s'est débrouillé ». Je l'ai découvert via la story Instagram d'une cousine. On voyait mon frère en arrière-plan portant un sac poubelle rempli de vêtements et l'un des enfants traînant un chargeur de tablette dans l'allée du garage. C'était leur grande entrée. La légende disait « La famille reste unie, cœur rouge ». Ouais, ils restaient unis comme un chewing-gum sous une chaussure. Je n'ai pas dit un mot. Grand bien leur fasse, leur petite réunion de famille. Je savais exactement comment ça allait se passer. Mes parents pensaient être des héros, des martyrs. Ils disaient à tout le monde qu'ils intervenaient pour aider en cas de besoin. Ma mère a même posté une photo du salon réaménagé avec un matelas gonflable et une table pliante, comme s'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait. Elle a écrit « On fait ce qu'on doit faire. La famille d'abord. » Personne ne m'a mentionné, moi, la personne qui portait littéralement cette famille à bout de bras depuis plus d'1 an. Au début, ils ont agi comme si tout était sous contrôle. Mon père a dit à l'un de mes oncles que c'était juste temporaire, que mon frère cherchait du travail et qu'il serait parti dans 1 mois, que c'était une joie d'avoir les enfants à la maison. Tout le monde souriait et approuvait, jouant le jeu. Mais 2 semaines plus tard, les fissures apparaissaient déjà. Mon frère ne cherchait pas de travail. Il jouait aux jeux vidéo. Chaque fois que quelqu'un essayait de parler d'argent ou de responsabilité, il faisait une blague ou changeait de sujet. Sa femme passait ses journées à regarder des TikTok et à scroller sur Facebook pendant que les enfants saccageaient la maison. Mes parents n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'étaient engagés. Les petits-enfants qui étaient soi-disant une telle joie, tartinaient maintenant du beurre de cacahuète sur les murs, se disputaient pour la tablette et se réveillaient à 6 heures du matin tous les jours comme de minuscules alarmes humaines. Mon père a commencé à perdre patience. Ma mère a commencé à faire le ménage de manière compulsive à cause du stress. Et pourtant, curieusement, ce n'était jamais leur faute. C'était la mienne. J'ai commencé à recevoir des messages subtils. Ma mère m'a envoyé un SMS demandant si je pouvais recommander un bon service de livraison de courses et a mentionné à quel point tout était cher avec 4 bouches supplémentaires à nourrir. Mon frère m'a envoyé un « Salut, tu sais comment on fait pour les aides sociales ?» Juste par curiosité. Puis sont venus les messages moins subtils. Mon père m'a appelé un soir et a dit quelque chose comme « Tu sais, ce n'est pas viable à long terme. Peut-être que tu pourrais aider juste un peu pour le bien des enfants. » Je lui ai dit que je l'avais déjà fait. Pendant 14 mois, pour près de 2500 € par mois, j'avais aidé. J'avais financé tout leur foyer tout en étant moqué par eux tous. Tout en regardant mon fils être ignoré, moqué, puis publiquement humilié le jour de son anniversaire. Il est devenu silencieux, puis a marmonné quelque chose sur le fait que les choses étaient différentes maintenant. J'ai approuvé. Les choses étaient très différentes parce que maintenant, ce n'était plus mon problème. À la 4e semaine, ma mère a craqué. Pas devant moi, bien sûr. Elle a appelé sa sœur et a pleuré en disant à quel point mon frère et sa femme étaient ingrats, à quel point les enfants étaient sauvages, qu'elle n'avait pas eu un moment à elle, que la maison était un chaos. Ce même soir, j'ai reçu un message de la femme de mon frère demandant si elle et les enfants pouvaient venir juste pour une visite parce qu'ils se sentaient un peu dépassés. Je n'ai jamais répondu. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient emménagé chez les gens qui riaient de mon fils. Qu'ils profitent les uns des autres. Un après-midi, alors que nous étions au supermarché, Léo a demandé si nous pouvions prendre des goûters en plus juste au cas où mes cousins viendraient. Je me suis accroupie et je lui ai demandé doucement s'il voulait les voir. Il a secoué la tête et a dit « Pas vraiment. Ils ne veulent jamais jouer avec moi. Ils prennent juste mes affaires. » Je n'ai pas dit grand-chose après ça. J'ai juste pris les gâteaux qu'il voulait et j'en ai ajouté quelques autres. Il en avait assez bavé. Ce soir-là, pendant que nous dînions, il a levé les yeux de son assiette et a demandé « Tu crois qu'on leur manque ?» Je lui ai dit peut-être, mais pas de la façon qui compte. Parce que ce qui manquait à ma famille, ce n'était pas nous. Ce qui leur manquait, c'était ce qu'on leur donnait. L'argent, le soutien, le silence. Et maintenant que tout ça avait disparu, ils étaient coincés les uns avec les autres. Exactement comme ils le voulaient.
Tout s'est effondré plus vite que je ne le pensais. Je pensais que ça prendrait peut-être quelques mois, mais ça n'a pris que 6 semaines. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis des jours, ce qui était inhabituel vu le niveau de drame dans lequel ils opèrent habituellement. Puis, sorti de nulle part, mon père m'a envoyé un SMS. Juste 2 mots, appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Le lendemain, ma mère a laissé un message vocal. Elle disait qu'il y avait eu un grave problème familial et qu'il était temps que nous ayons une conversation d'adultes pour revoir notre arrangement. J'ai juste fixé mon téléphone et j'ai réécouté le message parce que je n'arrivais pas à croire qu'elle appelait encore ça comme ça, un arrangement. Comme si j'étais une banque qu'il pouvait rouvrir après l'avoir incendiée. Je n'ai pas répondu, mais quelqu'un d'autre m'a mise au courant. Une de mes cousines, Erika, vit à quelques rues de chez mes parents et entend tout. Elle m'a appelé plus tard cette semaine-là et m'a dit, « Tu ne vas pas le croire, mais les flics étaient chez tes parents. » Je me suis assise. Pourquoi ? Apparemment, mon frère et sa femme ont eu une dispute hurlante vers minuit. Quelque chose à propos de factures, d'internet coupé, et du fait que mon frère n'avait toujours même pas postulé pour un emploi. Il la blâmait. Elle le blâmait. L'un des enfants s'est réveillé, a commencé à pleurer, et mon père a essayé d'intervenir. Ça s'est bien passé pendant environ 3 secondes. Mon frère s'est retourné contre lui, hurlant que rien de tout ça ne serait arrivé si je ne lui avais pas coupé les vivres. Il a carrément dit, assez fort pour que les voisins entendent, que j'avais ruiné la famille parce que j'étais égoïste et surprotectrice envers un gamin faible. Un voisin a appelé la police pensant qu'il s'agissait de violences domestiques. Donc maintenant, il y a un rapport de police lié à l'adresse de mes parents. Pas une arrestation, mais un avertissement documenté. Et comme les enfants étaient impliqués, les choses se sont compliquées rapidement. 2 jours plus tard, j'ai reçu un nouveau message de ma mère. C'était plus long, plein de langage fleuri sur la famille et la guérison, et comment ils avaient tous réfléchi aux événements des dernières semaines. Elle disait que les choses étaient difficiles et que la situation de vie, temporaire, était devenue stressante. Elle demandait si j'envisagerais de recommencer les versements de soutien, juste jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. Et puis est venue l'insulte enterrée dans le désespoir. Elle a dit que si j'acceptais, il serait ouvert à discuter des futures affaires familiales, y compris, je ne plaisante pas, les dispositions d'héritage. Comme si j'étais censée être attirée à nouveau dans leur dysfonctionnement avec la promesse d'argent que je n'ai jamais demandé. Les mêmes personnes qui ne pouvaient même pas offrir un cadeau d'anniversaire décent à mon fils m'offraient maintenant un paiement imaginaire en échange de les sauver du pétrin qu'ils avaient créé. Je n'ai pas répondu. Le silence a dû les rendre fous parce que 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de la femme de mon frère. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était même pas une demande. Elle a écrit, « On peut déposer les enfants ce week-end ? Ils manquent à leur cousin. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils perdaient le contrôle. Ils essayaient de rentrer par le biais de mon fils. Ils pensaient que je céderais, que je dirais oui pour le bien du petit. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai montré le message à Léo et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a dit, ils sont gentils seulement quand ils veulent quelque chose. 8 ans. Et il les comprenait déjà mieux que je ne l'aurais jamais voulu. Puis, quelque chose que je n'avais jamais vu venir est arrivé. Erika a rappelé et a dit que les services de protection de l'enfance, l'ASE, s'étaient présentés chez mes parents. Quelqu'un avait fait un signalement anonyme. Ce n'était pas moi. Je n'avais parlé à aucun officiel. Mais le bruit, l'appel à la police, les bagarres, le fait que 4 adultes et 2 enfants soient entassés dans une maison qui était déjà dysfonctionnelle. Quelqu'un a décidé que c'en était assez. Personne n'a été placé. Mais les services sociaux ont été clairs, cette configuration ne pouvait pas fonctionner. Ils avaient besoin d'un plan à long terme et vite. Soudain, ce n'était plus juste une question d'argent ou de confort. Il s'agissait de surveillance légale, de responsabilité, de formulaires administratifs, d'assistants sociaux. Mon frère ne pouvait pas s'en sortir par la tchatche. Mes parents ne pouvaient pas faire culpabiliser une agence d'État. Ma mère a essayé de présenter ça à la famille comme un simple contrôle de routine, mais je savais que c'était faux.
Ils étaient sous un microscope maintenant, et pour la première fois de leur vie, c'était eux qui devaient répondre aux questions. Pas moi, pas mon fils. Ça a commencé avec le cake à la banane. 10h30 du matin, je suis encore en peignoir à nettoyer des céréales sur le comptoir, et on frappe à la porte. Je regarde par l'œilleton. C'est ma mère tenant une boîte Tupperware comme si c'était juste une visite de voisinage décontractée, comme si elle n'avait pas moqué mon gamin devant une foule et ne l'avait pas regardé quitter sa propre fête d'anniversaire en larmes. J'ai entrebâillé la porte. Elle a souri comme si de rien n'était. Elle a tendu la boîte, a dit que c'était du cake à la banane. Ton préféré, a-t-elle ajouté comme si elle s'attendait à ce que je fonde de gratitude parce qu'elle se souvenait de quelque chose que j'aimais il y a 20 ans. Je ne l'ai pas pris. Elle a commencé par la petite conversation habituelle. La météo, les vacances, à quelle vitesse les enfants grandissent. Je suis juste restée là. Finalement, quand il a été clair que je n'allais pas faire semblant pour son confort, elle en est venue au fait. Ils avaient besoin d'aide. Elle a dit qu'ils étaient dans une situation difficile, que l'ambiance à la maison était agitée, que les enfants ne s'adaptaient pas bien, que mon frère cherchait toujours du travail, même si nous savions toutes les deux qu'il n'avait pas envoyé un seul CV. Elle a dit que les services sociaux leur soufflaient dans le cou maintenant, posant des questions, programmant des suivis, qu'on leur avait dit de montrer des progrès ou de risquer une escalade. Et puis elle a dit la phrase qui a failli me faire éclater de rire. Nous aimerions revoir la possibilité que tu aides à nouveau. Aider. C'est comme ça qu'ils appelaient ça maintenant. Les milliers d'euros que j'ai payés, les courses que j'ai envoyées, le loyer, les factures, les choses dont je me suis privée pour moi et mon fils pour qu'ils puissent survivre tout en nous jugeant depuis le confort de leur vie gratuite. Elle a continué en disant qu'elle et mon père en avaient parlé et qu'ils étaient prêts à me donner un contrôle partiel sur certains actifs futurs. La maison, peut-être une part des investissements, l'héritage familial. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par le rachat de leur respect. Elle a dit que ce n'était pas à propos de ça, que c'était pour garder la famille unie. Je lui ai demandé quelle partie elle voulait que je garde unie. La partie où ils ont insulté mon fils ou la partie où ils ont ri quand il est parti? Elle a dit qu'elle n'était pas venue pour se battre. J'ai dit que moi non plus. Puis je lui ai dit qu'elle avait deux choix, se débrouiller ou continuer d'attendre un miracle qui n'arriverait jamais. Elle est restée là un moment. Je pouvais le voir, les fissures sur son visage, la façon dont elle se tenait comme quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Et peut-être que pendant un instant, j'ai cru qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, elle a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a appuyé sur le bouton culpabilité. Elle m'a demandé si je voulais vraiment punir les enfants. Elle a dit qu'ils étaient innocents. Que ce n'était pas leur faute. Je lui ai dit que c'était exactement pour ça que je n'aidais pas. Parce que si je le faisais, si je payais le loyer à nouveau ou achetais des courses ou intervenais, alors rien ne changerait. Mon frère continuerait à se laisser porter. Mes parents continueraient à cautionner. Et ses enfants grandiraient en pensant que le chaos est normal et que les conséquences n'existent pas. Et puis j'ai fermé la porte. Elle n'a pas sonné à nouveau, mais je savais que ce n'était pas la fin. Ce soir-là, mon père a appelé. Il n'appelle jamais à moins que les choses ne soient graves. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit, on a besoin de ton aide. Je n'ai rien dit. Il a continué. Il a dit qu'il se noyait. Qu'il n'avait pas réalisé tout ce que je faisais jusqu'à ce que ça s'arrête. Que mon frère n'avait aucun plan, aucun travail, aucune idée de comment être parent. Que sa femme avait complètement abandonné. Que les enfants étaient hors de contrôle, que leur maison ressemblait à une zone de guerre. Et puis doucement, il a admis quelque chose que je ne pensais jamais entendre de sa part. Il a dit, nous avons eu tort. Il ne le disait pas à propos de l'argent ou du fait d'avoir profité de moi. Il parlait de tout, de la façon dont ils avaient traité mon fils, de ce qu'ils avaient dit, de la façon dont ils avaient rejeté ses sentiments, sa gentillesse, son petit cœur calme. Il a dit qu'il pensait l'aider en le poussant à s'endurcir. Je lui ai dit qu'il n'aidait pas, qu'il faisait du mal. Il a dit qu'il le savait. Puis il a demandé doucement si je serais prête à recommencer à les soutenir juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit,
Je pense que tu devrais demander à ton petit-fils préféré. Et j'ai raccroché. Le lendemain, une carte est arrivée dans notre boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste le nom de mon fils sur le devant avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur, il y avait un mot. Pas d'argent, pas d'autocollant, pas de carte cadeau, juste ça, nous sommes désolés d'avoir blessé tes sentiments. Tu nous manques. Espérons que tu nous pardonneras un jour. Il l'a lu une fois, a haussé les épaules et l'a glissé dans l'un de ses livres. Il ne m'a même pas demandé ce que ça voulait dire. Il ne voulait pas en parler. Il a juste continué sa journée comme quelqu'un qui avait enfin lâché quelque chose de lourd. Ce week-end-là, je l'ai emmené au parc, je lui ai acheté un nouveau cerf-volant. Il a couru avec pendant des heures. Je l'ai regardé rire, tomber et se relever comme n'importe quel enfant normal de 8 ans devrait le faire, libre, léger, sans souci. Mes parents, pendant ce temps, étaient coincés dans leur pavillon avec un homme-enfant, 2 petits-enfants sauvages, une assistante sociale terrifiée en numérotation rapide, et un futur héritage dont personne ne voulait. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils vivaient dedans. Cela fait 3 mois que j'ai fermé cette porte, que je suis parti pour de bon. 3 mois calmes, stables, paisibles. C'est étrange comme la vie peut sembler calme quand personne ne vous parasite. Quand votre téléphone ne vibre pas avec des tentatives de culpabilisation ou des urgences financières déguisées en petits services. Quand votre propre maison vous appartient enfin à nouveau. Ce n'était pas instantané, mais jour après jour, les choses sont devenues plus faciles. La première chose que j'ai remarquée, c'est combien d'argent j'avais réellement. Ça semble ridicule, mais j'étais tellement en mode survie, couvrant toujours le désastre de quelqu'un d'autre, que je ne m'étais jamais arrêté pour regarder. Le premier mois, je n'ai pas envoyé ces 2900 € pour le loyer de mon frère. J'ai acheté un nouveau vélo à mon fils, rien de sophistiqué, juste un VTT avec des flammes sur le côté et ces gros pneus qu'il s'arrêtait toujours pour regarder dans le magasin. Il en a fait tous les jours pendant 2 semaines d'affilée. Puis on a commencé à économiser pour de petites choses. J'ai ouvert un compte séparé, je l'ai appelé le « Fonds du Fun ». Chaque fois que nous aurions normalement sauté quelque chose à cause de l'argent, je le mettais là à la place. Ça s'est accumulé plus vite que je ne le pensais. À la fin du 2e mois, j'ai regardé mon fils pendant le dîner et j'ai dit « Tu veux aller à Disneyland Paris ?» Il a laissé tomber sa fourchette. Nous y sommes allés le week-end suivant. Juste nous deux. J'ai réservé un hôtel pas cher à proximité, emballé des collations et fait un tableau Excel pour que ça reste abordable, mais on y est allé et on est resté jusqu'à la fermeture du parc. Il a pu faire un câlin à Spider-Man, a mangé 3 churros et s'est endormi sur mon épaule pendant le feu d'artifice. C'était la première fois depuis des années que je pleurais de bonheur. Pendant ce temps, mes parents coulaient. Les rumeurs ont circulé. Ils ont sorti mon frère de cet appartement désastreux, ont juré qu'ils pouvaient gérer, et maintenant ils étaient coincés. Je n'ai pas entendu tous les détails, mais j'en ai entendu assez. Ils ont essayé de demander des aides d'urgence, mais avec mon frère au chômage et refusant de coopérer avec l'ASE, tout a stagné. Apparemment, la maison était un dépotoir. Les engueulades étaient monnaie courante. Mon père a commencé à dormir au sous-sol. Ma mère a eu un zona à cause du stress. Un des voisins a porté plainte pour tapage et pourtant, ils continuaient à prétendre qu'ils avaient la situation en main. J'ai reçu un appel de ma tante il n'y a pas longtemps. Elle a demandé si j'étais sûre de ne pas vouloir revoir les choses maintenant que tout le monde avait appris sa leçon. Je lui ai dit que mon fils avait appris sa leçon aussi, que tous ceux qui partagent ton sang ne méritent pas forcément une place à ta table. Elle n'a pas rappelé. Et puis la semaine dernière, la partie à laquelle je ne m'attendais pas est arrivée. Mon fils a reçu une autre carte d'anniversaire. Ce n'était pas son anniversaire. Ce n'était l'anniversaire de personne. Pas d'adresse de retour à nouveau. Juste une simple carte dans une enveloppe avec son nom. À l'intérieur, il n'y avait pas de message. Juste un billet de 5 € et un dessin de cœur tout tremblant, presque désespéré. Il me l'a montré et a demandé s'il pouvait s'acheter une barre chocolatée avec. Je lui ai dit qu'il pouvait en acheter 5. Et c'était tout. Pas de réunion émotionnelle, pas de discours de pardon,
juste la compréhension tranquille que nous avions tourné la page, que nous avions construit quelque chose de mieux, que notre vie, juste nous deux, était suffisante. Maintenant, quand nous allons au magasin, je ne regarde plus par-dessus mon épaule. Quand je reçois un appel d'un numéro inconnu, je ne panique pas. J'ai bloqué tous ceux qui avaient besoin d'être bloqués. J'ai dit non assez de fois pour qu'ils arrêtent enfin de demander. Nous sommes allés à la plage 2 fois depuis Disneyland. On a fait un road trip sur la côte. On a mangé beaucoup trop de glace. Il a demandé à apprendre le piano. J'ai acheté un clavier sur Leboncoin et je l'ai inscrit à des cours. Je dépense de l'argent pour lui maintenant, pour moi, pas pour des gens qui traitent la gentillesse comme une faiblesse. Mes parents ont essayé de tout contrôler, la famille, l'histoire, moi. Mais au final, ils ont perdu tout ce sur quoi ils pensaient avoir le contrôle. Et le meilleur, c'est qu'ils se le sont fait à eux-mêmes.